qui était en fait un homme très conservateur d'origine et qui a eu un comportement extrêmement trouble sous l'occupation. Il était né en Allemagne, il était né allemand avant la Première Guerre mondiale. Sous l'occupation, il a eu un rôle extrêmement trouble. Je vais y revenir dans un instant. Et ensuite, il a été 14 fois ministre sous la 4e République. Donc c'était pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères qu'il a fait cette déclaration dont vous verrez, si vous lisez mon dossier, que cette déclaration, en fait, ce n'est pas du tout lui qui l'a écrite ni même inventée. Il n'a été qu'un porte-parole d'une déclaration qui a été conçue, écrite, rédigée au département d'État américain dans les services de Dean Acheson et qui lui a été transmise par Jean Monnet. Donc voilà, que dit Robert Schuman ? L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Ce qui est très intéressant dans cette déclaration dite Schuman du 9 mai 1950, c'est de la mettre en regard de la déclaration Sherman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 1888, du sénateur républicain de l'Ohio. Parce que ce qui est intéressant, c'est que nous avons non seulement la même idée sous-jacente, mais pratiquement même la même musicalité de la phrase. À croire qu'à environ entre 1888 et 1950, il s'est écoulé 62 ans, à croire que c'est la même plume qui a tenu les deux discours. Je veux que le Canada fasse partie des États-Unis. L'union avec le Canada ne se fera pas en adoptant des lois hostiles, mais plutôt en lui faisant des propositions amicales. Déclaration Sherman. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Déclaration Schuman. La seule politique de notre gouvernement est d'offrir au Canada la liberté des échanges commerciaux et de lui faire cette proposition de façon fraternelle afin que le peuple canadien y voie une invitation à faire partie de notre République. Déclaration Sherman, 1888. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. Déclaration Schuman de 1950. En d'autres termes, la méthode dite Monnet-Schuman, vous savez, du berceau à la tombe en France, il paraît qu'il faut être extatique devant le génie prétendu de Jean Monnet et de Robert Schuman. Ils ont droit à des collèges, à des avenues, à des places, des rues, des boulevards. Ils ont droit à une commémoration constante. En réalité, ce n'était qu'un simple plagiat. Plus exactement, ce n'était que des commanditaires. Je vais en parler tout de suite. Puisque cette méthode Monnet-Schuman est exactement la méthode inventée et mise au point par les États-Unis depuis après 1812, après l'échec, n'est-ce pas, du conflit avec le Canada, quand ils ont inventé ce nouveau type de guerre par l'intermédiaire du libre-échange. Alors tout ceci m'amène à vous parler de cette révélation capitale qui a été cachée aux Français, que d'ailleurs les Français des années 1950, du moins ceux qui écoutaient le Parti communiste à l'époque, savaient très bien, puisque le Parti communiste développait des idées qui ne sont pas totalement, en l'espèce, sans rapport avec celles que je présente. Le Parti communiste français expliquait aux Français, dans les années 50, que la construction européenne était en fait une invention américaine. Le Parti communiste français n'existe plus, ce n'est plus ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était, mais il n'en demeure pas moins que le Parti communiste français des années 50, qui lui avait les analyses géopolitiques et stratégiques venues de Moscou, expliquait très bien ce qu'était la construction européenne. Il se retrouvait d'ailleurs parfaitement avec la pensée de De Gaulle et les gaullistes dans les années 50 pour dénoncer cette mainmise. Donc en fait, je ne fais presque que enfoncer des portes ouvertes pour des gens qui ont plus de 60 ou 70 ans actuellement. Mais malheureusement, pour tous les Français qui sont nés, disons, à partir de 1955 ou 60, et a fortiori ceux qui sont nés après 1975 ou 80 ou 90, eh bien on ne leur a jamais dit la vérité, pourtant qui a été révélée de façon irréfutable désormais par cette révélation cachée aux Français dans un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000. C'est quoi le Daily Telegraph ? C'est un des plus grands journaux du monde, un des journaux les plus sérieux. C'est The Britain's Biggest Selling Quality Daily, ça veut dire le quotidien de qualité le plus vendu au Royaume-Uni. Vous savez que les Britanniques lisent beaucoup la presse. C'est pas du tout un tabloïd, c'est pas de la presse de caniveau, comme on dit. C'est un journal conservateur eurocritique qui a une qualité reconnue à peu près à l'égale du Times.
Et donc dans ce numéro du 19 septembre 2000, le journaliste, qui est un des journalistes les plus célèbres du Royaume-Uni, a fait un article sensationnel qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard, le journaliste en question, puisqu'il est allé mettre son nez dans les documents confidentiels défense, secrets d'État, du gouvernement américain qui ont été déclassifiés par l'administration américaine à l'été 2000, puisqu'il y a des lois de déclassification des documents secrets défense qui imposent au gouvernement américain de publier au bout de 30 ans des documents secrets. Alors que dans d'autres pays, comme en France, il faut attendre 50, 70 ans, voire 100 ans. Et donc il est allé faire un constat dont voici une traduction pour ceux qui sont intéressés. Je les renvoie sur notre site où il y a le texte en intégralité de cet article. Et donc qu'a dit Ambrose Evans Pritchard? Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'ACUE, ACUE, c'est un acronyme pour American Committee for United Europe, Comité américain pour une Europe unie, ce qui est déjà tout un programme en soi, provenait des fondations Ford et Rockefeller, c'est-à-dire des fondations privées. Parce que les interventions des services secrets américains comme la CIA transitent souvent sous des faux noms ou des paravents privés comme Fondation Ford et Rockefeller. De nos jours, il y a toujours Ford, Rockefeller, mais il y a aussi IBM, Microsoft, PricewaterhouseCoopers, etc., ou Boeing, ou UPS, qui sont des sociétés écrans qui permettent de donner, par exemple, de faire des fondations qui donnent de l'argent à tel ou tel club de réflexion pro-européen, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui sont en réalité, en partie, en tout cas en parfaite connivence avec les services d'influence américains. Donc l'argent de l'ACUE provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe, donc du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne à l'époque, qui s'appelle Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, camouflée, l'objectif d'une union monétaire européenne. C'est très important à comprendre. Hein. Excusez-moi, ce sont des informations sensationnelles. L'euro, notre monnaie commune européenne, n'a pas du tout été une invention française ou franco-allemande ou même européenne. Ça fait depuis 1965. Ça fait 47 ans que les États-Unis ont conseillé à la CE de créer une union monétaire européenne. Et cette note recommande, je cite non seulement l'article, mais l'article cite lui-même la note en question, cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. C'est fascinant, empêcher tout débat. Vous vous rappelez, c'était exactement le terme même utilisé par l'agent secret Isaac Andrews en 1854 quand il faisait rapport au département d'État, j'ai empêché tout débat. Donc la constante de cette stratégie de domination américaine, on la voit ici éclater, elle prend tout son relief avec la mise en perspective historique que je viens de faire sous vos yeux. Nous en sommes là d'ailleurs, nous sommes dans une période de notre histoire où la France fait donc l'objet, et nous allons le voir maintenant, de cette stratégie américaine, de cette guerre permanente et inconnue que Mitterrand a découverte. Et nous sommes dans cette situation que nous avons de l'interdiction d'avoir des vrais débats. Tous les vrais débats sont empêchés et on va le voir comment. Alors, maintenant nous savons à quoi nous en tenir sur les pères fondateurs de la belle idée européenne, comme on dit. Robert Schuman, qui est considéré comme un très grand homme, en réalité, je me permets de rappeler qu'il a voté les pleins pouvoirs à Pétain à la fin de la Troisième République. Il était député à Vichy, il a voté les pleins pouvoirs quand même, alors que ça ne fait jamais partie de son historiographie,
habituels que l'on cite dans les préaux des écoles. Deuxièmement, il a été membre du premier gouvernement Pétain à Vichy. À la Libération, d'ailleurs, on lui a dit, les gens lui ont quand même, on lui ont demandé des comptes, il a fait savoir qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant qu'il était membre du gouvernement. Ensuite, il a été le premier membre d'un gouvernement à aller rencontrer les autorités nazies à Metz. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y a dit. Après ça, il a été, il est vrai, emprisonné par les nazis parce qu'il a fait acte de... on ne sait pas très bien quoi. Enfin, en tout cas, il s'est échappé. Et il a passé le reste de la Seconde Guerre mondiale dans des couvents. À la Libération, il a été menacé d'indignité nationale, puisque les communistes d'un côté, les gaullistes de l'autre, voulaient sa peau, parce qu'ils savaient que c'était un type qui avait, en tout cas c'est la réputation qu'il avait à l'époque, qui était un collabo. Sauf que, à l'époque, c'est la période de l'épuration, et De Gaulle souhaitait qu'on nous calme les plaies, et que l'on n'entretienne pas un climat de guerre civile en France. Il le souhaitait d'autant plus que Pie XII et le Vatican étaient intervenus en faveur de Robert Schuman, qui était proche des partis politiques démocrates chrétiens. Et donc, De Gaulle lui a évité cette indignité nationale qui l'aurait empêché de poursuivre une carrière politique. Il en a d'ailleurs parfaitement profité. Je vous renvoie à mon dossier sur notre site, puisqu'il a été 14 fois ministre des Affaires étrangères sous la IVe République, ce qui montre qu'il avait un talent particulier pour jouer les anguilles. Et c'est lui qui a, paraît-il, eu ce coup de génie de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Je vous renvoie à mon dossier pour que vous découvriez pourquoi tout ceci est un conte de fées. C'est évidemment pas lui qui a eu cette idée. En tout cas, nous savons maintenant de façon sûre et certaine, depuis le 19 septembre 2000, qu'il était traité comme un employé par ses agents américains, donc en fait financé par la CIA. Quant à Jean Monnet a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Il a été le délégué de Roosevelt auprès du général Giraud à Alger pour tenter de barrer la route à De Gaulle et favoriser les anciens vichistes ralliés aux Alliés, puisque c'est un des grands épisodes de la Seconde Guerre mondiale que les gens ne connaissent pas, que nos compatriotes jeunes ne connaissent pas. C'est que Roosevelt et les Américains voulaient maintenir Pétain et Laval à la tête de la France à la Libération, et que progressivement, ils ont été obligés de changer de pied. Après Pétain, Laval, ils se sont rabattus sur Darlan. La résistance française a abattu Darlan à Alger. Ensuite, ils se sont rabattus sur Giraud, qui était un ancien pétainiste. Mais tout sauf De Gaulle, puisque De Gaulle, c'était l'indépendance nationale, alors que les États-Unis voulaient mettre la main sur la France à la Libération. Je rappelle d'ailleurs que les Américains ont maintenu une ambassade à Vichy jusqu'en novembre 1942, c'est-à-dire pratiquement un an après qu'ils fussent entrés en guerre eux-mêmes contre le Japon, après Pearl Harbor qui date du 7 décembre 1941, et puis donc ils fussent entrés en guerre avec l'Allemagne et les puissances de l'Axe. Ça veut donc dire que les États-Unis ont refusé de reconnaître la France libre jusqu'en 1944. En tout cas, De Gaulle disait de Jean Monnet que c'était un malade avant tout soucieux de servir les Américains. C'est dans le livre C'était De Gaulle de Perfit, tome 2, page 214. Alors nous savons maintenant aussi que Paul-Henri Spaak, ancien Premier ministre belge, était financé par la CIA, que le mouvement européen était financé par la CIA, du moins jusqu'au 31 décembre 1969. Je vous signale que le mouvement européen continue d'exister, qu'il a appelé à voter oui à la Constitution européenne, qu'il s'est oui au traité de Maastricht, oui à la Constitution européenne, qu'il s'est réjoui de l'adoption du traité de Lisbonne, qui est une félonie, alors que 55% des Français ont voté non, et que ce mouvement européen a été présidé pour sa filiale française, si j'ose dire, a été vice-présidé pendant plusieurs années par Daniel Cohn-Bendit. Alors il n'y a pas besoin d'aller chercher finalement midi à 14h et d'aller regarder tant de documents confidentiels défense pour se convaincre de l'irréfutabilité des analyses que je fais. Ce ne sont pas... Je sais que certains vont dire « Ah, c'est du conspirationnisme ». C'est pas du conspirationnisme. Tout ce que je dis est sourcé, cité, les références, tout le monde peut aller les voir. Mais en plus de ça, les événements les plus récents, les déclarations les plus récentes le confirment. Plus ou moins récentes. Par exemple, qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? Qui a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable »
que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Alors certains vont dire mais c'est Adenauer, Paul-Henri Spaak, De Gaulle, etc. Eh bien non. La réponse, c'est le général Dwight Eisenhower, américain, qui était commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe en 1951, cette déclaration, avant d'être élu en 1952 président des États-Unis d'Amérique. Ceux d'entre vous qui veulent vérifier mes dires devront se reporter au magazine Paris Match numéro 136 du 27 octobre 1951, page 18. Ça n'est pas difficile de le trouver, il suffit d'aller sur eBay, je fais de la publicité gratuite, et de taper Paris Match 136, 27 octobre 1951, il y en a toujours en vente. Alors achetez-en et reportez-vous, page 18. Mais de toute façon, nous avons aussi les scans de cette interview. Et dans cette interview, le général en chef des armées américaines en Europe dit « Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons ». De la même façon, qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Qui a dit « Je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie ». Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. La personne qui a dit ça, c'est pas du tout un Européen. Il s'agit du président William Clinton, Bill Clinton pour les médias, président des États-Unis, dans une conférence de presse à Ankara, capitale turque, le 15 novembre 1999, à l'issue de son entretien avec le président Süleyman Demirel, que l'on voit ici, qui est décédé depuis lors. Pour ceux qui seraient comme saint Thomas, je les renvoie à la dépêche de l'agence France-Presse du 15 novembre 1999 de 15h35. Et Bill Clinton disant « Je continuerai à m'en faire l'avocat ». C'est d'ailleurs une photo qui a été prise lors de l'entretien à l'issue duquel Clinton a fait cette déclaration. Alors j'insiste sur un aspect quand même très important aussi, c'est que lorsque le président des États-Unis exige que la Turquie entre dans l'Union européenne, il ne se trouve aucun État de l'Union européenne pour protester, pour rappeler son ambassadeur à Washington. C'est ce qu'on fait en général. On rappelle son ambassadeur pour consultation, pour montrer un désaccord fondamental avec un État. Est-ce qu'on imagine d'ailleurs la réaction qui serait celle de Washington si, par exemple, le président de la République française ou le Premier ministre italien, ou le président du Conseil italien, se rendait, par exemple, à Caracas ou à Mexico et disait « Je suis ferme dans mon soutien et je veux que le Mexique entre dans les États-Unis d'Amérique ». Évidemment, aussitôt, Washington ferait un scandale mondial, rappellerait son ambassadeur à Paris ou à Rome ou à Madrid en disant que c'est une ingérence grossière dans les affaires intérieures des États-Unis. Il ne s'est trouvé aucun État d'Europe pour ne serait-ce même que protester face à ce type de déclaration. On voit d'ailleurs au passage que ce sont les États-Unis qui exigent l'entrée de la Turquie, et nous expliquerons tout à l'heure pourquoi les États-Unis veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, parce que les Français ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument pas pourquoi la Turquie devrait entrer. Qui a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire, c'est-à-dire tous les pays de l'Est, à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne? Qui est-ce qui a dit toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux, doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté, et la même chance de rejoindre les institutions européennes? Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Normalement, si l'Union européenne avait un peu de sens, c'est une déclaration qui aurait peut-être pu être faite par le président de la République française, chancelier d'Allemagne ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. La personne qui a fait cette déclaration, c'est le président américain George W. Bush, président des États-Unis, dans son discours à l'université de Varsovie le 15 juin 2001. Et d'ailleurs, insistant en disant « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie ». Donc, si nous avons procédé à l'élargissement des pays de l'Est très, très rapidement, 10 pays nouveaux d'un coup en 2004, en 2005, et 2 autres nouveaux pays en 2007, la Bulgarie et la Roumanie, c'est parce que les États-Unis l'ont exigé. Qui a appelé
les Français a voté oui à la Constitution européenne en 2005, qui a dit « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante ». Eh bien, la réponse, il s'agit de madame Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État américaine, donc ministre des Affaires étrangères américaine, interrogée sur le référendum en France. Elle a piétiné tous les usages diplomatiques, puisqu'elle a fait cette déclaration qui est une ingérence grossière dans les affaires intérieures françaises, et elle l'a fait de surcroît alors qu'elle était en visite en Lituanie, c'était le 21 avril 2005, à l'issue d'un entretien avec le président lituanien, M. Adam Kūs. Donc on voit bien que dans tous les cas de figure, ce sont bien les États-Unis qui définissent quel doit être le périmètre de l'Union européenne, qui font entrer les pays qu'ils estiment devoir faire entrer, etc., etc. Alors on en vient à la deuxième question bête. Mais pourquoi donc les États-Unis d'Amérique poussent-ils tellement à la construction européenne? Parce que nom d'une pipe, quand je suis à l'école, quand je suis au collège, au lycée, quand j'écoute la télévision, la radio, quand je lis les journaux, quand je lis les professions de foi des uns et des autres, quand j'écoute les hommes et les femmes politiques français, je suis convaincu d'une chose, c'est que la construction européenne, paraît-il, a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Alors, si ce que l'on me dit depuis que je suis né est vrai, mais comment se fait-il que les États-Unis poussent tellement à une construction dont l'objectif serait de leur nuire? Ça n'a pas de sens. Or, comme il est incontestable que ce sont les États-Unis qui poussent à la construction européenne, il y a une seule conclusion logique à en tirer, c'est que ce que l'on vous dit est un mensonge. Et que si les États-Unis poussent à la construction européenne, c'est évidemment que ça les sert. Et que la construction européenne n'a donc pas vocation à leur faire contrepoids. Sinon, tout ce que je viens de vous dire, toutes ces citations, toutes ces actions des États-Unis n'ont aucun sens. Alors, pour comprendre pourquoi les États-Unis poussent à la construction européenne, eh bien, il faut regarder un petit peu la stratégie, et en particulier le stratagème des chaînes, qui est une invention chinoise qui a été étudiée dans toutes les écoles de guerre du monde, y compris aux États-Unis. Les Chinois sont des spécialistes de l'art de la guerre. Vous connaissez l'ouvrage de Sun Tzu qui vivait en moins 500 avant Jésus-Christ et qui a laissé un ouvrage sur la guerre qui est resté très célèbre, très fin, une très fine analyse avec des préceptes stratégiques qui sont encore étudiés 2500 ans après. Mais il y a un autre ouvrage très intéressant qui s'appelle « Les 36 stratagèmes, manuel secret de l'art de la guerre ». On ne sait pas qui l'a écrit. On sait que ça a apparu sous la dynastie Ming, c'est-à-dire aux alentours du XVe siècle, après Jésus-Christ. C'est en fait le recueil de ruses de guerre qui ont été élaborées au cours des siècles et des millénaires, puisque vous savez que l'histoire chinoise remonte à très très ancien. Ça commence à moins 2000 avant Jésus-Christ, moins 2500. Dans ces stratagèmes, qui sont en partie fondés sur le livre du Yi King, le livre des transformations, il y en a donc 36. Et celui qui est intéressant d'étudier, c'est celui-ci, qui est Lian Huanxe. Lian Huanxe, c'est le stratagème des chaînes. C'est le 35e des 36 stratagèmes classiques de l'art chinois de la guerre définis sous la dynastie Ming. Et que dit ce stratagème? Eh bien, il dit qu'il consiste à pousser un ennemi à s'entraver lui-même dans des liens absurdes et autobloquants qui vont lui ôter toute mobilité stratégique et tactique et qui vont l'empêcher de pouvoir se défendre. Alors il y a un exemple qui est expliqué dans l'une des éditions de ces 36 stratagèmes, qui est l'exemple suivant. Nous sommes à l'époque des royaumes combattants, et donc il y a deux armées qui sont sur le Yangtze, un des grands fleuves chinois, qui doivent se battre avec des navires qui doivent se battre quelques jours après. Et dans le premier camp, le général fait venir l'un de ses conseillers, et le conseiller lui dit « Je propose que nous mettions en œuvre le stratagème des chaînes ». Le général dit « D'accord ».
En quoi ça consiste? Eh bien, ce conseiller du camp A va se déguiser en paysan et va aller voir le camp B, qui est plusieurs kilomètres en aval sur le fleuve. Il va voir le général comme si de rien n'était. Il joue les espions. Et le général le reçoit et, comme il voit ce paysan qui a l'air assez malin, il lui montre son armada et donc le paysan fait semblant d'être très impressionné. Oh là là, vraiment formidable. Et à ce moment-là, l'espion prend un air ennuyé que le général du camp B note. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Et cet espion fait semblant d'être ennuyé en disant « Mais écoutez, tout va très bien, je vois que vous avez une armée formidable, simplement il y a un petit problème, c'est que je trouve que vos navires tanguent beaucoup sur les fleuves, sur les flots du Yangtze, et moi, si j'avais un conseil, je serais un peu inquiet parce que je crains qu'à cause de ce roulis et de ce tangage, vos marins, vos guerriers ne soient malades pendant toute la nuit et pour livrer bataille demain, qu'ils ne soient pas en état de livrer bataille face à l'armée adverse. » À ce moment-là, le général tombe dans le panneau et dit « Ah bah oui, ça je n'y avais pas pensé, mais comment pourrais-je faire ?» Et l'espion lui dit « Oh, moi j'ai une idée, mais bon, vous savez, faites-en ce que vous voulez. » Alors il attire l'attention du général en question, qui le presse en disant « Qu'est-ce que vous avez comme idée ?» Et l'espion lui dit « Ben voilà, moi je vous suggère une idée, c'est que tous les navires de votre flotte, vous les mettiez tous côte à côte et que vous les ligotiez les uns avec les autres par des chaînes. Comme ils seront tous ligotés les uns aux autres avec des chaînes, ça va faire quelque chose de beaucoup plus stable. Et donc vos guerriers vont pouvoir bien dormir. Cette nuit, ils seront frais et dispos pour mener bataille demain. » Le général dit « Quelle idée extraordinaire, je fais appliquer ça tout de suite. » Et donc il décide en effet de ligoter tous les navires les uns à côté des autres par des chaînes puissantes pour stabiliser l'ensemble et que donc ces marins et ces guerriers puissent bien dormir. Et le général dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ?» Le faux paysan dit « Non, non, rien du tout. Vous savez, moi, c'était simplement une idée de bon sens. » Et puis il s'en va. Et il regagne le camp numéro A dont il émanait, et il dit au général « Ça y est, le stratagème a marché. » Et que fait à ce moment-là le général? Eh bien, il part avec son armée et il va attaquer les navires. Et comme les navires sont tous ligotés les uns aux autres, ils ont perdu toute mobilité stratégique et donc on leur envoie comment dirais-je, du feu, etc. Et ils ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ont perdu toute mobilité et l'armée est complètement détruite. Voilà l'illustration qu'il y a dans l'une des éditions de ce stratagème d'échec. Alors, c'est un stratagème qui est utilisé, qui est étudié dans toutes les écoles de guerre. Eh bien, c'est l'illustration, enfin, c'est son application que les Américains ont appliquée à la construction européenne. L'invention de la construction européenne, c'est le stratagème des chaînes. Alors, il y a une autre façon de présenter les choses, peut-être pour vous présenter de façon plus moderne. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. Lorsqu'il veut repeindre ses volets, changer sa toiture, repeindre par exemple l'entrée en couleur bleu lavande, il le fait s'il veut, quand il veut. Il suffit qu'il ait la volonté, qu'il ait l'argent pour se payer la peinture. Si maintenant, au lieu d'être propriétaire de sa maison individuelle, il est propriétaire d'un appartement dans une copropriété de 6 appartements, alors certes, il peut chez lui changer la couleur dans son appartement, mais il ne peut plus changer les volets. Il ne peut plus changer la toiture. Il ne peut plus changer la couleur de la cage d'escalier parce qu'il lui faut obtenir l'autorisation des 5 autres copropriétaires. Donc déjà, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Il va falloir obtenir l'autorisation des 5 autres. Or, l'être humain étant ce qu'il est, et les Français étant ce qu'ils sont d'ailleurs, il est bien rare de s'entendre merveilleusement bien avec ses 5 voisins, surtout lorsqu'il s'agit de choisir une couleur, par exemple. Et donc tout va devenir beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué, et on va se tourner vers le syndic, qui n'habite pas dans l'immeuble, et qui est celui qui va trancher les conflits à l'intérieur de l'immeuble. Mais si maintenant, au lieu d'être dans une copropriété avec 6 copropriétaires, on est dans une copropriété avec 27 copropriétaires dans un immeuble, à ce moment-là, plus personne ne décide de rien.
Parce que c'est tellement compliqué. D'ailleurs, les gens ne se connaissent pas. La personne qui habite au 3e, par exemple, connaît très bien des amis qui sont à 500 mètres, des parents qui peuvent être même, je ne sais pas, expatriés, peut avoir un frère expatrié au Japon ou en Australie. Donc il a des liens avec des personnes situées parfois très loin, mais en revanche, il peut très bien ne pas du tout connaître le propriétaire du 15e étage. Il n'y a plus aucun lien. Et donc, dans ces conditions, c'est le syndic extérieur qui décide de tout. Alors, il faut voir comment ça marche pour bien comprendre. Vous avez compris que la métaphore que je présente devant vous, la maison individuelle, c'est un pays indépendant et souverain. La copropriété avec 6 appartements, c'est l'Europe des 6. Et la copropriété avec 27 appartements, c'est l'Europe à 27. Notez d'ailleurs le génie de la langue française. Le génie de la langue française, dans les années 60, on disait l'Europe des 6. Et maintenant, on dit l'Europe à 27. C'est-à-dire que inconsciemment, dans notre inconscient collectif, quand on disait l'Europe des 6, c'était une Europe qui émanait de nous. Des 6, ça voulait dire qu'on avait le sentiment d'être encore un peu ceux qui voulions cette affaire. Maintenant, quand on dit l'Europe à 27, c'est que c'est un truc qui dépasse la volonté de qui que ce soit. Pour bien comprendre comment ça marche, parce que je crois que c'est vraiment important, on est au cœur de l'explication des façons pourquoi ça ne marche pas l'Europe et pourquoi ça ne peut pas marcher. Ça a été conçu par les Américains pour que ça ne puisse pas marcher. Eh bien, il suffit de prendre cet exemple d'un grand ensemble de 27 copropriétaires. Plus il y a de monde, plus les intérêts contradictoires se multiplient et plus cela bloque toute décision. Un immeuble à 27, le propriétaire du rez-de-chaussée veut que l'on change la porte d'entrée, qui refroidit le hall, parce que ça le concerne directement. Il habite au rez-de-chaussée. Mais ça, ce sont des travaux. Ça va coûter de l'argent. Or, les propriétaires des étages supérieurs s'en contrefichent. Ils n'ont pas envie de dépenser leur argent pour changer la porte d'entrée qui refroidit le hall. Quand on habite au 6e, on a envie de dépenser son argent à toute autre chose. Le propriétaire du 2e étage, lui, se plaint des odeurs du vide-ordures qui remontent, mais qui ne concernent pas les habitants des 6e, 7e ou 8e étages. Le propriétaire du 4e étage a des problèmes de canalisation qui ne concernent que lui. Les propriétaires des étages supérieurs, eux, ils veulent rénover l'ascenseur, bien évidemment, parce qu'ils l'utilisent constamment. Mais en revanche, pour le coup, c'est le propriétaire du rez-de-chaussée du 1er étage qui ne veulent pas dépenser leur argent pour rénover l'ascenseur puisqu'ils ne l'utilisent pas. Et puis vous avez le propriétaire du dernier étage qui veut que l'on rénove toute la terrasse parce qu'il a des infiltrations d'eau dans son salon. Mais ça, tous les autres copropriétaires s'en fichent. Ça va leur coûter très très cher. Ils s'en fichent éperdument que le propriétaire du dernier étage ait des infiltrations d'eau dans son salon. L'argent à dépenser, ils préfèrent le garder pour eux, par exemple, pour aller passer une semaine aux Antilles. On voit donc que dans ces conditions où personne n'est d'accord, eh bien, il y a nécessité de mettre tout le monde d'accord. C'est le syndic extérieur à l'immeuble qui doit tout trancher et qui va décider de tout. Alors si vous avez bien compris ça, à la limite je pourrais arrêter ma conférence parce que vous avez compris le piège de la construction européenne conçue par les Américains. Parce que vous avez compris toute la géopolitique dans laquelle nous sommes englués. Remplaçons l'immeuble à 27 par une Union européenne à 27. La France, comme le propriétaire du 1er étage, la France, elle veut une monnaie qui ne soit pas trop forte. Une monnaie commune pas trop forte parce que la compétitivité de l'économie française n'est pas la même que la compétitivité de l'économie allemande, par exemple. La France, elle veut une Europe française. La France, elle veut une Europe qui protège les acquis sociaux. La France, elle veut une Europe sociale. Elle veut une Europe agricole. La France, elle veut une Europe où l'on parle le français. La France, elle veut une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine. La France, elle veut une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud. Ça, c'est ce que veut la France. Et beaucoup de Français se disent « moi, c'est ça que l'Europe que je veux ». Ils disent presque tous. D'ailleurs, vous avez tous les responsables politiques qui viennent vous dire « moi, je veux une Europe sociale. Moi, je veux une Europe qui fasse contrepoids aux États-Unis ». Ça, c'est tout ce qu'ils viennent vous dire à vous. Mais c'est pas à vous qui devrez dire ça. Ce sont aux autres peuples. Mais les autres peuples veulent tout à fait différemment. Le Royaume-Uni veut démanteler la politique agricole commune. Le Royaume-Uni veut une alliance étroite avec les États-Unis dans tous les domaines. Le Royaume-Uni veut être encore plus proche des États-Unis que ça n'est actuellement. L'Allemagne, pour son compte, veut une monnaie forte parce qu'ils ont la hantise
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'euro finira par exploser. Ils ont la hantise de la réédition du scénario de 1923. Ils constatent qu'ils ne peuvent pas avoir la même monnaie que la Grèce, que l'Italie, que l'Espagne. Ils le constatent en ce moment. Ils veulent sortir de l'euro. Ce sont les États-Unis qui les empêchent, puisque, comme je le rappelle tout à l'heure, ce sont les États-Unis qui, depuis 1965, ont exigé qu'il y ait cette monnaie européenne. Vous avez les pays de l'Est, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, tous ces pays de l'Est veulent la protection militaire américaine. Ils veulent la protection militaire américaine contre la menace russe. Parce qu'ils ont peur des Russes, et on peut les comprendre. Ils ont été pendant plusieurs décennies sous la tutelle de l'Union soviétique. Ils veulent également, d'ailleurs si nous étions polonais, pensons aux Polonais. Les Polonais, pendant plusieurs fois au cours de leur histoire, leur pays a été divisé entre l'Allemagne et la Russie. Ils ont donc envie d'avoir des protecteurs. Et jusqu'en 1940, ils comptaient sur la protection du Royaume-Uni et de la France. Puis lorsqu'Hitler a envahi la Pologne, eh bien, nous sommes à ce moment-là intervenus, comme vous le savez, pour défendre la Pologne. Mais comme vous le savez aussi, nous avons été écrabouillés. Donc depuis cette époque, les Polonais ont constaté que les Français et les Anglais ne pouvaient plus les protéger. Ils veulent donc le parapluie militaire américain. Par ailleurs, ils refusent tous une harmonisation sociale et fiscale avec les pays riches de l'Ouest pour mieux les concurrencer. Et puis ajoutons que le Luxembourg refuse la lutte contre les paradis fiscaux, puisque lui, c'est là-dessus qu'il fonde sa richesse. Ajoutons que Malte, Chypre et la Grèce ne veulent pas de mesures trop contraignantes contre la pollution maritime, puisque les grands armateurs vous savez, qui ont des navires avec des pavillons de complaisance du Libéria, du Panama, du Vanuatu, eh bien, ce sont justement des armateurs grecs, chypriotes, maltais. Nous avons donc exactement la même situation au niveau géopolitique que la situation que je montrais plaisamment au niveau de particuliers dans un même immeuble. Et de la même façon que pour un immeuble, eh bien, tout ça est réglé par un syndic extérieur, eh bien, il faut donc un syndic extérieur à l'Europe à 27 qui va décider de tout. Alors, la question tombe sous le sens. Qui est le syndic extérieur à l'Europe à 27 qui a le pouvoir, quelle est la puissance qui a tellement de pouvoir qu'elle peut imposer à l'Europe, qui ne s'entend en rien, elle peut imposer une politique parce qu'il y aura une majorité d'États qui se rangeront à son avis. Poser la question, c'est y répondre.